Bonjour à tous, et bien voilà, nous sommes en direct avec vous jusqu'à 14h. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons rendre un hommage à Madame Lucette Michel-Chevry qui est décédée hier soir, vous le savez tous maintenant. Sonia Petro, qui est présidente des LR, qui a été très proche de Lucette Michel-Chevry jusqu'à récemment, nous ferons un petit topo, on le rappellera tout à l'heure en direct de Bastère. Il semble bien qu'il soit difficile de le dire, il faut le dire, de trouver des Bastériens qui veulent parler de Lucette Michel-Chevry, c'est quand même curieux. En tout cas, Mario Mouradel, le président du groupe Éclair Télévision, mais c'est un Bastérien, il est là avec nous. On parlera tout à l'heure de télévision suite à l'intervention hier de M. Frixon. Et puis, on fera un petit topo avec Noémie Milne. Il s'agit d'une jeune étudiante de médecine, 6e année. Elle fait de la psychiatrie. Elle viendra nous parler un petit peu de ses études. Mais elle avait fait le buzz il y a quelques semaines sur cette antenne, même en faisant un certain nombre de remarques sur la façon dont les Guadeloupéens étaient traités au CHU. Ça n'a pas plu à tout le monde. Sinon, l'actualité, on parlera encore des soignants. Ils sont toujours mobilisés au CHU. Olivier Félix était sur place, nous allons le rencontrer. Le marché UGTG, c'est la marche, UGTG, c'est ce matin. On fera le point avec Olivier, puisque Olivier suit ses mobilisations. Le vaccinodrome au Vélodrome, ça sonne bien. Maxime Morel était sur place. C'est la région qui a aménagé le Vélodrome en vaccinodrome. La prépa, la rentrée, l'interview du proviseur du lycée Gertier Archimède, on fera aussi le point, tout se met en place progressivement. L'opération de sécurité sur les bords des routes, c'est important. Vous savez que le nombre de morts n'a cessé d'augmenter malgré le Covid, malgré que mon baguette roulé, malgré le confinement, malgré couvre-feu, beaucoup de gens, beaucoup d'accidents encore sur les routes. Et puis, si on a le temps, on fait un petit tour sur la brasserie L'Écouse qui a reçu 2 médailles d'or. World Beer Awards, c'était il y a quelques jours, c'était là, il a dû bien profiter parce qu'on dit les coups, c'est pas mauvais à boire, leur soif. Je vous l'ai dit, on commence avec la mobilisation des soignants. Vous savez que depuis 2 jours maintenant, le GTG, 30 organisations, le LKP et des organisations politiques syndicales ont lancé un mouvement de grève générale en Guadeloupe avec des mobilisations sectorielles. Ainsi, les soignants qui sont mis en cause et qui se battent contre le pass sanitaire, contre l'obligation vaccinale, tous ces gens-là sont mobilisés en ce moment même. Olivier Félix est allé au CHU ce matin. On regarde son reportage. On va venir faire un chantage de pass sanitaire et chantage des pas de salaire. Non. Et comme nous avons 80% du personnel qui n'est pas vacciné, nous attendons qu'on ait salaire à tout le monde. La situation aujourd'hui commence à se calmer un peu, on peut dire. C'est juste, on s'y a calmé, nous peut dire. Mais nous avons le monde qui a continué mort quand même de Covid et de d'autres pathologies aussi, surtout. Il n'y a pas seulement que Covid, mais ni d'autres pathologies, parce que pas de moyens de soigner les gens en Guadeloupe. Il faut nous dire les choses clairement. Nous avons une situation sanitaire en Guadeloupe parce que nous avons un manque de moyens au niveau de la santé en Guadeloupe, et ça c'est depuis tantôt. La réalité là, c'est qu'en 2017, nous avons un incendie qui fait au CHU, qui a aggravé cette situation là, mais Covid là vient passer par là depuis 2020 et il montre nous la réalité à système de santé en Guadeloupe, et que si nous ne pas régler rapidement, ça arrive vers une catastrophe de plus grande ampleur que le monde a pensé. Alors, moi, quand je dis la population, cette situation-là, ça peut régler. Mais il faut nous mettre nos deux bouts. Il ne faut pas nous cacher ni faire des cases. C'est ça qu'il faut. Tout ça, nous avons dit, un médecin, un professeur, à tout, viennent dénoncer ça. Tout ça, nous avons dit. Mais peut-être parce que nous, c'est les GTG, peut-être parce que c'est nègres pour nous, et c'est nègres. Il ne faut pas prendre en compte ça, nous a dit, considérer ça, nous a dit. Mais pourquoi dire qu'il n'y a pas de gens qui voient ça des vieilles. Pas des gens qui voient ça des vieilles. C'est grave de dire ça. On a toujours soigné les patients avec le si peu de personnel et ça a toujours été efficace.
On a toujours fait avec le peu de moyens et toujours on a été efficace. Là, c'est le manque de matériel. C'est tout. Pas qu'à prouver que ce métier, c'est soit le cas de génocide fait, c'est le cas de ce monde mort comme ça, ou soit, ou bien soit comme justement aux yeux du monde, obligé de faire un genre qu'on a fait pour ton manœuvre, alors que la première manœuvre, c'était mettre matériel dans les services, okay, pour nous gérer la crise là. Ils ont dit qu'on tenait l'hôpital et réanimation, l'hôpital de campagne, pour réanimation, au début, la direction fait comprendre que ça n'existe pas. Okay? Ça n'existe pas. Pourtant, ça a existé. Peut-être qu'en sachant qu'il y a tout un vaccin, il y a déjà prévoir ça. Parce que normalement, on est censé ni prévoir en catastrophe. C'est comme si on a un cyclone, ou chacun prévoit un cyclone. Si on a un incendie, ou chacun a un incendie, donc on est censé prévoir s'il y a un incendie demain. Si, c'est même bité que première vague, deuxième vague, on est censé prévoir quatrième vague, et au cas où, mettre un hôpital de campagne, prévoir un hôpital de campagne. Ça n'a pas fait. Petite remarque, la troisième vague, quatrième vague serait en train de s'affaiblir, mais déjà on parle de nouveaux variants en France, MU, qui est arrivé en France. Et comme d'habitude, si au mois de décembre, on fait venir encore des touristes, on fait entrer encore des touristes en Guadeloupe, nous connaissons au 5e, au 6e, au 7e vague. Donc il va falloir qu'on fasse bien attention. La marche de l'UGTG, c'est le mouvement commencé depuis 2 jours maintenant. Olivier Félix suit le mouvement. Il était tout à l'heure au CHU et là, il a rejoint les salariés, les militants de l'UGTG. On regarde un peu ce petit reportage avant de passer à autre chose. Le passe sanitaire et chantage des pas de salaire à eux, eh bien non. Et comme nous avons 80% du personnel qui n'est pas vacciné, nous attendons qu'on ait salaire à tout le monde. La situation aujourd'hui commence à se calmer un peu, on peut dire. C'est juste... Voilà, petite inversion de sujet, ce sont des choses qui arrivent dans le direct. On va retrouver l'UGTG, ça y est, la technique, c'est bon. On peut revenir à la marche de l'UGTG ou on passe directement au vaccinodrome? On va passer au vaccinodrome, on reviendra sur l'UGTG tout à l'heure. Au reportage Maxime Morel. Il faut savoir que la région a lancé depuis quelques jours un vaccinobus qui passe dans les communes, Trois-Rivières, Goubert, et qui continue. Et de l'autre côté, le vélodrome de Gourdeliam a été transformé en vaccinodrome. Reportage Maxime Morel. Ici, initialement, c'était une très grande salle de réunion. Donc on a complètement réaménagé l'espace sur la base donc, du cahier des charges de l'ARS. Tous les travaux que vous voyez ici ont été réalisés spécialement donc, pour le vaccinodrome. Donc tous les aménagements, les box, les équipements, l'informatique, la mise en place de l'organisation de l'équipe qui fait vivre le vaccinodrome. Donc on a travaillé sur tout ça. L'objectif du vaccinodrome de Gourdeliam, c'est d'apporter un site complémentaire qui puisse traiter des gros volumes de personnes qui souhaiteraient se faire vacciner. On est sur une mission d'intérêt général. On voit la situation actuelle, le nombre de décès. Il est important de pouvoir que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et donc la région a contribué à la fois au travers des vaccibus qui vont dans les territoires et avec ce site de grande capacité qui permet de compléter les autres initiatives. L'objectif, c'est de pouvoir améliorer la situation, contribuer à améliorer la situation sanitaire de notre territoire. Nous allons recevoir les personnes sans rendez-vous. Donc nous n'avons pas nécessairement de prévision, mais en tout cas nous parlons beaucoup autour de nous de ce site. Il faut savoir que le site est ouvert à tous. Vous pouvez venir sans rendez-vous. Les personnes qui n'ont pas de carte vitale seront aussi accueillies et seront vaccinées s'ils le souhaitent. Donc nous attendons le plus grand nombre de personnes. Voilà, on continue à dérouler l'information et nous nous intéressons maintenant à la rentrée au lycée Gertier-Archimède. Vous savez que cette année, la rentrée elle se fait en distanciel pour l'ensemble des élèves, sauf pour les prépas. On l'a entendu la semaine dernière pour le lycée de Bémao. Cette fois-ci, c'est le lycée Gertier-Archimède. Stanley Manicor sur place. Deuxième rentrée particulière, mais celle-ci encore davantage, puisque nous avons effectué une rentrée à moitié seulement, même pas à moitié, mais une grande partie en distanciel.
C'est une préparation qui demande beaucoup de temps puisque tous les détails ont de l'importance. Donc cette rentrée-là, il y a plusieurs volets. Il y a le volet, on va dire, matériel, qui est important et on commence d'ailleurs par celui-ci. Et il y a la partie pédagogique, effectivement, où ça prend un certain temps, où il y a une réflexion à mener. Nous ferons du présentiel en partie, mais nous avons décidé, nous, d'accueillir nos élèves par niveau. Effectivement, nous avons une capacité d'accueil en fonction de la taille des salles, mais pour pouvoir respecter les gestes barrières tels qu'ils ont été définis aussi bien au niveau national que par notre académie, nous avons fait le choix dans l'établissement de limiter le nombre d'élèves par salle. Donc nos capacités seront en fonction de la salle, soit 8 élèves, soit 10 élèves. Nous allons dédoubler les classes, c'est-à-dire qu'une même classe qui va venir a une capacité, seront 16, mais ils seront répartis dans 2 espaces différents avec des enseignants de la classe. C'est vrai que le professionnel travaille naturellement en équipe. Donc ça veut dire qu'ils ont cette habitude d'être les uns sur les autres et ça va être ça notre défi, de faire en sorte que nos élèves ne soient pas les uns sur les autres. On va surtout être sur la sécurité, donc gestes barrières, port du masque, on a mis à disposition du gel hydroalcoolique dans différents points à l'extérieur de l'établissement, mais aussi dans toutes les salles. On va insister aussi sur le lavage des mains avec de l'eau et du savon, chose qui est très importante. Il y a la désinfection aussi pendant les interclasses ou les récréations qu'on a mis justement de manière dissociée afin qu'il n'y ait pas trop de brassage d'élèves. Mes collègues, et je dis que je ne pense pas qu'on a cette appréhension, c'est-à-dire qu'on attend ce temps-là et on veut savoir ce que nous avons imaginé sur le papier, est-ce qu'il va effectivement fonctionner dans la réalité. Cette rentrée, c'est vrai, nous l'avons préparée depuis le mois de mars, elle est préparée, mais sous ce format-là, nous l'avons préparée depuis facilement le début du mois d'août. Voilà, il est exactement 12h44. Nous nous rendons à Basse-Terre, puisque vous le savez, Madame Lucette Michaud-Chevry, à 92 ans, s'est éteinte hier soir après une longue maladie. Michaud-Chevry, qui a été une femme politique d'envergure en Guadeloupe, puisqu'elle a cumulé, elle a eu pratiquement tous les postes de la mairie jusqu'au ministère. Et nous avons souhaité pour ce midi, puisqu'il y aura une émission particulièrement spéciale la semaine prochaine sur Madame Chevry, avoir le témoignage de Madame Sonia Petro. Sonia Petro, bonjour. Oui, bonjour Danick Zambrounis, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Merci d'avoir eu le courage, j'ai envie de dire, de nous répondre, puisque nous avons tenté d'avoir plusieurs interlocuteurs bassériens, ils ne pouvaient pas répondre. Bref, vous avez connu M. Chevry. Alors, autant que vous vous souvenez, comment s'est passée votre première rencontre avec M. Chevry? Alors, notre première rencontre a eu lieu dans les années 2000, oui. 2001-2002, où il y a des amis qui m'avaient ramené à son domicile. Oui. Et j'étais là en train de l'écouter, de la regarder, d'admirer un peu ce personnage, parce que j'ai toujours voulu faire de la politique, j'avais toujours voulu en faire, et je m'étais toujours dit pendant plusieurs années que si je démarrais un jour, ce serait avec elle. Et quand je l'ai connue, elle était présidente du conseil régional. Elle était, comme on dit, au fait de sa popularité et de sa gloire. Et ça a été une rencontre où on n'avait pas à ce moment-là commencé à nouer vraiment des liens profonds. C'était un moment où j'étais plus spectatrice. Et ensuite, les choses se sont enchaînées par la suite. Vous avez dit un personnage. Pourquoi un personnage ? Non, parce que c'est véritablement un personnage haut en couleur, un personnage truculent, quelqu'un qui a énormément de charisme et quelqu'un de différent. Elle ne laissait personne indifférente. C'est pour moi un personnage, parce que il y a des hommes et des femmes politiques, il y en a, mais il y a des gens qui marquent plus
On les aime ou on les aime pas, mais ce sont des gens qui marquent. Et Lucette Michaux-Chevry faisait partie de ces personnes. Oui. Alors, on dit souvent de Lucette Michaux-Chevry qu'elle était crainte. Vous avez eu ce sentiment en l'approchant, que c'était quelqu'un qu'il fallait craindre? Enfin, moi non. Non, moi je n'ai jamais eu ce type de rapport avec elle. Elle me disait souvent que j'avais un mauvais caractère comme elle-même, puisqu'on était du même signe astrologique. T'es qu'à dit, moi, tête en raide, t'es qu'à dit, on vous-même. Mais je sais que les gens la craignaient. Les gens la craignaient pour diverses raisons. Elle m'a souvent dit, Sonia, parle-moi, ne m'écris jamais. D'accord. Alors, quand elle me disait ça, je lui disais, qu'est-ce que tu entends par là? Elle me disait, c'est bien sans dire. Il dit, t'es qu'à dire, moi, qu'à garder toute bitane, tout papier. Ouais. Les mots écrits, en qu'à garder, en dossier, c'est tout le monde. Donc, c'est peut-être pour ça que certains la craignaient, mais moi, je n'avais pas ce type de rapport avec elle. Alors, l'autre aspect de sa personnalité, c'était quand même un stratège ou une stratège politique. Vous qui l'avez fréquenté, vous avez eu à on va dire, travailler avec elle sur des stratégies? Ah oui, en termes de stratégie, c'est quelqu'un qui avait toujours un coup d'avance. Elle disait tout le temps qu'il faut avoir un plan A, mais un plan B, un plan C. C'est quelqu'un qui voyait très loin, qui en fait, elle savait voir ce que chacun avait en eux. Et j'ai vu des coups de stratégie chez elle et j'ai pris de grandes leçons. Quand on a démarré au municipal à Bastia en 2008, je l'ai vu faire des choses, je l'ai vu contourner des choses, mettre en place des stratégies. Oui, on peut dire que c'était quelqu'un de stratège. Oui. Et vous avez appris beaucoup à ses côtés? Oui. Les gens, tout le monde sait très bien que nous avons eu des différends, mais je ne peux pas dire que je n'ai pas appris à ses côtés, évidemment. J'ai beaucoup appris, j'étais souvent avec elle dans son bureau, et elle me disait, bon, assieds-toi, je vais te montrer comment on fait certaines choses. Si, j'ai appris, et puis elle m'avait dit aussi un jour que la politique c'est important, mais qu'il ne faut pas négliger le reste et qu'il ne faut pas tout sacrifier à la politique. Sonia Petro, quand on vous entend parler quelquefois, on sait que vous êtes quelqu'un de la droite, de la bonne droite même, puisque vous avez même été sarkozyste. Et il y a quelquefois dans vos propos, dans votre attitude, un petit relent de nationalisme. Et c'est le même sentiment qu'on retrouverait quelquefois chez Michaux-Chevry. J'ai eu l'occasion de la rencontrer. Elle me disait, mais André, c'est un pays indépendantiste. Hein. Alors, est-ce que c'est d'elle que vous avez hérité ce petit amour patriotique pour la Guadeloupe? Je pense qu'on peut être de droite, on peut être de gauche, on peut être du centre, mais on est profondément guadeloupéen et j'aime à dire que le patriotisme n'est pas réservé à certains, ni le nationalisme. On peut aimer la Guadeloupe et la servir de différentes façons. Je ne pense pas avoir hérité ça d'elle, mais on partageait ça. Oui, ce nationalisme et ce patriotisme guadeloupéen. Oui. Et maintenant qu'elle a disparu, qu'est-ce que vous avez gardé d'elle en termes de souvenirs, à la fois sur le plan humain, puisque vous en parliez tout à l'heure, et sur le plan politique? Alors, sur le plan politique, d'abord, moi, je garderai l'audace. Ça a été une femme audacieuse. Elle a bravé les interdits, elle a bravé les conventions de l'époque, parce qu'il faut quand même se rappeler que quand elle a démarré en politique, c'était pas courant une femme qui faisait ce qu'elle faisait, qui n'hésitait pas à affronter les hommes et qui a obtenu tous ses mandats alors qu'il n'y avait pas encore la parité en politique. Oui. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Cette audace qui la caractérise, c'est ce que je vais retenir, et ce charisme. Parce que j'ai rarement vu quelqu'un prendre un micro et
et démarrer comme ça au dépoté et se mettre à parler de tout. Elle avait ça. C'est ce qu'on appelle un tribun. Il n'y en a pas beaucoup, mais Lucette Michaud-Chevry, c'était ça. Et sur le plan humain, je vais garder les bons souvenirs, les bons moments où on a bien rigolé, où je dirais pas qu'on se moquait, mais certaines fois, il y avait des petites anecdotes où d'un clin d'œil, elle me faisait un clin d'œil et on rigolait. Je vais garder ces bons moments. Et puis, je pense que là où elle est partie, elle va embêter tout le monde parce que c'est comme ça qu'elle était, quoi. Voilà, un personnage haut en couleur. Est-ce que pour terminer, on peut vous considérer comme une héritière de Lucette Michaud-Chevry? Oh, je n'oserais pas. C'est l'histoire qui jugera et qui décidera. Mais j'ai démarré avec elle et ça ne peut pas se gommer. Nous avons passé des années ensemble. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble que je ne renie pas et que je n'efface pas. Bien. Et j'ai juste envie de lui dire bon voyage. Merci Sonia Petrou d'avoir eu le courage de nous répondre, puisque, comme je vous l'ai dit, pour mon Bastet pas TV parler, si pour mon Bastet pas qu'à parler d'elle, il y a un problème, parce que il était mes Bastet, il était un mes Bastet, donc c'est le minimum. Minimum. Voilà. Merci en tout cas. Merci. 12h54, on va prendre la première pause et tout de suite après, on retrouve Monsieur Mario Mouradel qui est avec nous, qui est le président du groupe Éclair Média. C'est tout de suite après. Voilà, il est 12h59. Je vous l'ai dit, nous allons recevoir Mario Mouradel, le président du groupe Éclair Média, et puis un peu après, Noémie Mille, bonjour. Qui avait étudiante en médecine, 6e année, c'est ça? Voilà, c'est qui avait fait le buzz il y a quelques semaines ici, même à Éclair. On va parler un petit peu de la profession de psychiatre et puis on reviendra un petit peu sur Covid. Alors, Mario Mouradel, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du groupe Média, du groupe Éclair Média. Hier, M. Frickson était ici. Il a dit un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que vous avez entendu hier? Vous aviez sur votre plateau un imposteur. Un imposteur. Voilà. Ouais. Ça résume tout. Oui. Mais avant tout, je vais faire quand même l'historique d'Éclair Télévision en se plongeant dans une résurrection objective du passé. Quand Éclair Télévision a pris naissance avec l'impulsion de mon frère Alain Mouradel, suivi de la famille Panchard, oui. Nous avons été en 87 en même temps que Michel Rodriguez, une télévision pirate. Oui. J'ai été en garde à vue avec mon frère en même temps que Michel Rodriguez. Oui. C'est en 98, septembre 98, que nous avons eu l'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et c'était même pas encore le CSA, c'était la CNCL. Tout à fait. Voilà. Et c'était le premier logo d'Éclair Télévision, ETV. Oui. Après, en 2013, il y a une mutation. Nous avons changé le logo. Deuxième logo, ETV. Oui. En 2015, nous avons fait le troisième logo. Oui. Et en 2020, c'est le dernier, c'est le nouveau logo. Bien. Alors, pour des raisons que je vais expliquer sur le plateau. Bien. Alors, pour que les gens comprennent bien, parce que M. Frick a dit un certain nombre de choses, et moi j'aimerais bien que vous répondiez sur ces questions-là. Bastet Télévision existe ou n'existe plus? Oui, Bastet Télévision. Mais elle a été liquidée, cette entreprise a été liquidée. Elle a été liquidée en 2012. C'est-à-dire qu'il y a une tentative de liquidation. Oui. Mais Bastet Télévision, voici un extrait de Cabis datant du 18 mars 2021. Je peux vous le remettre. Oui. Voilà. Bastet Télévision n'est pas liquidée. Bon, la fréquence de Éclair Télévision, c'est Bastet Télévision qui l'a eu en 2015. En 2015. En 2015. En 2015. Bon. Alors, autre question. ETV Global, qu'est-ce que c'est exactement? Je vais expliquer cette démarche, puisque c'est très important pour les Guadeloupéens qui nous regardent aujourd'hui. Il faut que vous sachiez qu'avec l'avènement de la TNT, oui. La télévision numérique terrestre,
il y a eu un premier multiplex qui s'appelait Rome 1. Je me souviens. Jusqu'à maintenant. Oui. Avec Alizé, Éclair. Non, il n'y avait pas Alizé. Rome 1, il y avait toutes les chaînes nationales, plus Canal 10, plus GTV à l'époque. GTV, voilà, c'est GTV qui était. Alizé n'existait pas encore. Voilà. Et nous étions la 11e chaîne, mais sur le premier multiplex, il y avait de la place que pour 10 chaînes. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle le CSA nous a proposé de créer un simplex pour pouvoir mettre la 11e chaîne sur la TNT. D'accord. Et c'est à ce moment-là que M. Frickson est arrivé avec moi. On était à quelle époque? On était à quelle année à peu près? Nous étions en 2013. 2013. Frickson, vous le rencontrez en 2012, c'est bien ça? Frickson vient me voir en 2013 dans mes locaux. Oui. À cette époque-là, il m'a été recommandé par quelqu'un. Éclair ne fonctionnait pas à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on était dans la transition entre Pasteur et la Grande Terre. Oui, c'est-à-dire que c'était la transition. On sortait de l'analogique pour passer à la TNT. D'accord. Voilà. Oui. Et nous avons été une chaîne expérimentale sur le plan national, puisque nous avons créé le simplex. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé la société ETV Global. Oui. ETV Global, ce n'est pas une chaîne de télévision, c'est un support technique. Et ETV Global appartient à qui exactement? ETV Global, c'était Jean-Yves Frickson, Mario Moradel et M. Salomon Njedson, le comptable. Cette structure existe toujours? Cette structure existe toujours. Aujourd'hui, il y a eu un putsch, puisqu'il n'y a pas eu d'assemblée générale. 2020, c'est ça? Qui date de 2020, août 2020. Oui. Non à ma présence, une assemblée générale s'est tenue et M. Frickson a pris la présidence de ETV Global. Il a pris la présidence, vous dites? Oui, il a pris la présidence de ETV Global. Et ETV Global, c'était aussi le support technique, mais aussi la régie publicitaire qui vendait l'espace publicitaire pour Éclair TV. Bon, alors, pourquoi ce soit clair, puisqu'on m'a posé beaucoup de questions après, qu'est-ce qui vous oppose, qu'est-ce qui vous a opposé, puisqu'il a été votre partenaire et associé, jusqu'à 2019 à peu près, c'est ça? Jusqu'à 2020. À quel moment il y a eu la fracture? La fracture est très simple. Nous avons fonctionné pendant 6 ans, nous avons fait une belle télévision, nous avons structuré, nous avons monté une agence de presse à FM TV où nous avons recruté des journalistes professionnels, notamment Christine Kelly, qui a permis l'impulsion. Il était encore là à cette époque-là? Pardon? Frickson est encore là à cette époque-là? Oui, il était encore là. Oui. Nous avons créé cette agence à FM TV où il y avait tout le personnel embauché en tant que salarié sous cette structure pour développer la télévision. Oui. Il se trouve que en analysant l'évolution de la télé, M. Frickson a dit qu'il ne voulait plus faire de télé. Il voulait passer à autre chose. Alors, il y a des actionnaires qui ont demandé un audit sur la gestion de M. Frickson. Parce que M. Frickson assurait la gestion financière, commerciale et administrative de toute la structure. À l'époque, vous étiez directeur de la télé, vous? J'étais président du groupe. Et M. Frickson s'occupait de la gestion financière, administrative, en relation avec... vous aviez confiance en lui à cette époque-là? Oui, j'avais confiance. Oui. Et je crois que ma confiance a été abusée. Oui. Dans la mesure où, quand il a dit qu'il quittait la structure, les actionnaires ont demandé un audit. D'accord. Et c'est quand l'audit a commencé que M. Frickson a joué les faux fuyants avec l'expert comptable. Oui. Ils n'ont jamais donné les pièces comptables. Et on est rentré en confinement. C'est à ce moment-là que M. Frickson est resté chez lui. Il m'a dit qu'il n'est pas bien. Il était dans un état dépressif. Et je me suis retrouvé avec tout le personnel à gérer, à tout faire dans la boîte. Et M. Frickson ne s'est jamais présenté dans la boîte pendant 3 mois. Pendant 3 mois, il est resté chez lui. S'il venait, il venait voir un courrier, mais il n'a jamais travaillé. Et il touchait les indemnités de chômage partiel. Parce qu'il y avait le Covid. Et après, il est parti à Paris en septembre en m'envoyant un mail qu'il part à Paris et qu'il sera de retour le 30 septembre. 2020. 2020. Oui, ça fait pratiquement un an. Et comme c'est lui qui s'occupait à distance de payer les salaires sur l'agence
l'agence presse, où il y avait tous les salariés, et c'est où le chômage partiel arrivait. Et il se trouve que les salariés se sont retrouvés sans salaire. M. Frixon a détourné des indemnités de chômage partiel du personnel. Oui. Je me suis retrouvé devant cette situation. J'en ai informé les actionnaires. On a dû sortir de l'argent pour pouvoir faire les salaires. Voilà cette situation que j'ai trouvée. Et donc, la facture commence là? La facture commence là. À son retour de Paris, septembre 2020, c'est ça? Non, la facture était déjà... Dans l'air, après dans sa tête. Dans sa tête. Oui. C'était déjà dans sa tête. Oui. Mais j'ai eu vent dans le milieu qu'il voulait faire une OPA pour voler du matériel chez nous. Pour voler le matériel. Voler du matériel. Voilà. Parce qu'il dit que le matériel lui appartenait. Le matériel appartient à la société ETV Global et à la radio aussi. Il y avait une partie du matériel de la radio. Monsieur Frix, c'est pourquoi j'ai changé les serrures par précaution. Oui. Il m'a dit qu'il retournait le 30, mais quelqu'un m'a informé qu'il arrivait le 20 septembre. D'accord. Et c'est dans la soirée du 24 septembre à 5h du matin. Il est venu avec des hommes cagoulés. Oui. On a le film, caméra de surveillance. On va regarder un peu. Ouais. Vous allez comprendre un peu le caméras de surveillance. Les caméras de surveillance. Oui. On regarde un peu ce petit extrait. Du matin. Il y a une deuxième opération. Deuxième opération, il vient le même jour. Oui. À midi. On va voir la deuxième opération. C'est un vrai film. Noémie regarde ça et se dit mais où suis-je? C'est pas du Netflix. Hein, J'étais dans un film Danick. Hein, regardez bien. Ouais. Alors, avec les mêmes les mêmes hommes de main. C'est des mercenaires pratiquement. Voilà. D'accord. Mais attendez, il a pris du matériel le matin. Pourquoi il revient à 12h? Non, il n'a pas pu rentrer. Ah, il n'a pas pu entrer. Parce que Ah, d'accord. Voilà. Et donc à 12h, il revient et cette fois-ci. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Voilà, les hommes de main, je suis bousculé, molesté. Ah, c'est vous qu'on voit là? Oui. Ah, ben. Voilà. Voilà. D'accord. Le voici. Ouais. Et il pénètre à ce moment-là? Oui, le personnel est resté médusé. D'accord. Voilà. Je ne sais pas sous quel effet il était, mais il n'était pas dans son état normal. D'accord. Et ce matériel a été récupéré depuis? Pas encore, parce que c'est devant les tribunaux. C'est devant les tribunaux. Vous avez porté plainte? Oui, j'ai déposé plainte. Ouais. Pour quoi blessure, c'est ça? Quoi blessure. Oui. Agression. Séquestration. Ah, vous avez été séquestré? Regardez, j'ai été séquestré dans le bureau. On me prenait mon téléphone, je ne pouvais pas appeler la gendarmerie. Ah, ben. Regardez. Ouais. Regardez. D'accord. Devant tout le personnel qui restait médusé. Oui. Des mères d'enfants. Voilà. Et pendant ce temps, le matériel... Il transporte le matériel. Qu'est-ce qui a été pris comme matériel? Mais les points, le matériel important pour pouvoir y mettre. De diffusion, voilà. Oui. Tout. Les caméras de reportage, tout a été volé. Hein. Et jusqu'à maintenant, tout ce matériel est entre les mains de M. Frixon? Oui. Voilà. J'ai été, vous voyez, je suis mobilisé. Sur cette plainte-là, il y a eu un effet de la justice?
la justice suit son cours. Oui. Je crois en la justice de mon pays, j'attends. Alors, autre chose, M. Friction a annoncé hier en montrant un document que l'aide Covid de la région de 150 000 € a été attribuée à Éclair TV. Et il conteste. Est-ce qu'il peut contester ça? Non, pas du tout, parce que je suis la chaîne autorisée par le CSA. Oui. Et je suis la télé conventionnée avec la région pour pouvoir faire des opérations. Oui. C'est tout à fait normal. Nous sommes en période Covid, que je reçoive les aides. J'ai tous les salariés à payer. Bien sûr. Des salariés traumatisés par ce que vous venez de voir, que je dois suivre tous les jours, qui sont traumatisés. Oui. Il y a même un qui est suivi par un psychologue. Ah bon, à cause de ça? À cause de ça. C'est ce que je vis au quotidien. Moi-même, je ne peux pas rester dans mon bureau très tard. Je dois toujours appeler des hommes de garde pour pouvoir rester tard. Je dis, je vais travailler plus tard ce soir. On vient m'accompagner pour pouvoir sortir du bureau, parce qu'on ne sait jamais. C'est à ce point-là? Oui, c'est à ce point-là, nous avons. Ce sont des attitudes de voyous. Oui. Voilà. Et j'ai le sens des valeurs. Oui. Et Danick Zando vous avez travaillé avec moi. Oui. Et j'ai une certaine éducation. Je ne vogue pas dans ce monde-là. D'accord. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que M. Friction a prononcé votre nom, pas vous seulement, M. Blandin, enfin M. Vial-Collet, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu une injonction pour diffamation. Oui. Par acte d'huissier qui a été remis à M. Friction. Alors, par contre, il y a un domaine quand même sur lequel il ne s'est pas exprimé. Moi, je voulais vous entendre. Oui. Sur le CSA, que dit le CSA sur cette situation? Parce qu'il y a deux télévisions, l'une sur SFR, l'autre sur le satellite, qui s'appelle Éclair. La télévision officielle, c'est Éclair TV. Éclair TV. Avec quel logo? Avec ce logo-là? Avec ce logo-là. Ce logo-là. Voilà. Et l'autre télévision, c'est? On a changé de logo parce que je trouve qu'on a trouvé, les actionnaires ont trouvé que l'ancien logo est entaché avec ces exactions. Oui. Et nous avons saisi le CSA pour pouvoir avoir une autre société que j'ai créée avec Alizé. Alizé était sur le multiplex, puisque Alizé aussi est coupé sous la TNT. Parce que M. Friction a volé tout le matériel. Donc vous pouvez mettre sur la TNT? On ne met pas sur la TNT parce que M. Friction a tout volé. A tout volé, matériel qui appartient à la société. Donc il y aura une décision de justice sur cette affaire? Parce qu'il y a une plainte qui a été déposée. Une plainte a été déposée? Voilà. Il y a une plainte que j'ai déposée à la gendarmerie, au procureur. D'accord. Voilà. Et donc, le CSA devra trancher ou pas sur cette affaire? Mais le CSA n'a pas à trancher, parce que nous sommes une télé autorisée. Non, mais il y a deux télévisions qui se réclament. Non, monsieur Friction n'a pas de télévision. Monsieur Friction a fait une autorisation déclarative, c'est-à-dire n'importe quel citoyen lambda peut monter une chaîne sous les box. D'accord. Que ce soit Orange, que ce soit SFR. Voilà. Il n'a pas une télévision officielle il ne peut pas y mettre sur la TNT. Alors, j'ai posé la question hier à Friction, je vous la pose aussi. Est-ce qu'il y a une possibilité de réentente? C'est-à-dire d'arrêter, parce que les téléspectateurs, beaucoup de gens hier, suite à votre passage, eu beaucoup de retour. Est-ce que c'est possible un jour de finir avec cette histoire de façon en sortant par le haut? Avant de poursuivre, il faut quand même signaler, après ce vol, en plein jour, il y a eu un constat d'huissier. D'accord. Un constat d'huissier, tout le matériel a été volé. Les actionnaires sont venus. Ils ont mis la main à la poche. Pour réacheter du matériel? On a réacheté, on est resté 2 mois à faire des réinstallations, à commander du matériel pour une valeur de plus de 160 000 €. D'accord. Voilà. Et je profite pour remercier, puisqu'il faut que vous sachiez que ETV Global, c'était aussi la régie de la chaîne ETV. ETV Global vendait l'espace publicitaire. Et c'est la raison pour laquelle que j'ai monté tout de suite une nouvelle régie qui s'appelle Éclair Média Télévision. D'accord. Et j'ai fait appel à des investisseurs guadeloupéens, puisqu'il faut que vous sachiez que Éclair Télévision fait vivre une trentaine de familles, c'est-à-dire salariés plus prestataires. D'accord. Et M. Bruno Blandin a été sensible à ça, M. Patrick Vial-Collet. D'accord.
qui sont des Guadeloupéens, et qui m'ont accompagné pour pouvoir investir cette somme pour redémarrer la télé. Parce que la stratégie de M. Frixon, c'était faire l'extinction définitive Vous l'avez de la chaîne. liquidé pratiquement, supprimé Éclair. Et il serait venu au grand jour pour dire c'est l'UETV. Voilà. C'est ça, la grande imposture. D'accord. Ce sont des manières de voleurs de grands chemins. Et je pense que c'est au Moyen-Âge que ça existait. Nous sommes dans un pays civilisé en 2021. Oui. Je ne peux comprendre que ces exactions peuvent se faire dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle je suis sur votre plateau, pour rétablir la vérité. Donc il n'y aura jamais plus d'entente entre vous deux. Mais je ne peux pas m'acoquiner avec ce monsieur. D'accord. Plus. Okay. Je ne peux plus m'acoquiner avec ce monsieur. Et je voudrais dire quand même que c'est regrettable de voir des entrepreneurs guadeloupéens cautionner ce genre de personnages. Parce qu'il y a des entrepreneurs guadeloupéens derrière lui aussi. Ah, tout de même. Oui, puisque quand vous voyez la propagande que M. Frixon fait sur les réseaux sociaux et sur les différents réseaux sociaux, on se dit que parfois les réseaux sociaux, c'est un égout à ciel ouvert. Quand vous voyez tout cela. Et maintenant, filigrane, vous avez les élections de la CCI. Oui, quel rapport? Quel rapport? Eh bien, monsieur Zandronis, quand vous voyez qui attaque aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est monsieur Bruno Blandin et monsieur Vial-Collet, qui est le président sortant de la CCI. La CCI. Vous voulez dire que quelque part, Frixon derrière agite... Monsieur Zandronis, nous ne sommes pas dans un pays de bisounours, vous le savez très bien. Il faut que les Guadeloupéens se rendent compte de ce qui se passe dans ce pays-là. Parce que je me suis toujours investi pour mon pays. Toujours investi. Alors, juste une dernière question, et on va s'arrêter là, parce que je ne peux pas ne pas vous la poser, parce qu'on m'a demandé de vous la poser. En ce qui concerne les anciens salariés de Éclair Télévision Bastère, je parle de Jean-Luc Anani, Gérard Loiseau, Yann, etc. Quel est leur statut aujourd'hui au regard de ce qui s'est passé, puisqu'ils disent qu'ils ont été mal payés, pas payés, etc. Les anciens salariés de Bastère Télévision, à l'époque, Éclair Télévision à Bastère, sont entrés en grève en 2009 pour les 200 €. Oui, d'accord. Les 200 €. Oui, je me souviens. Ouais. Et ces salariés, on a été au prud'homme. Ils ont été déboutés, puisqu'ils voulaient qu'on paie les jours de grève et les 200 € demandés à l'époque du LKP. Ils ont eu leur salaire. Ils ont eu leur salaire? Oui. Et ils ne sont plus venus au studio. L'affaire avec les anciens salariés, c'est réglé définitivement? Pour moi, c'est réglé, ça fait plus de 11 ans. D'accord. Ouais. Mais ce que vous devez savoir, M. Frixon a été voir les anciens salariés pour les faire revenir à la charge contre moi. Mais ça fait plus de 11 ans que ces salariés-là ont déserté, abandon de poste chez nous. Voilà. Bien, merci. On a fait un point à peu près complet. Pour notre part, on a donné la parole hier à M. Frixon. Aujourd'hui, à vous, on finit avec cette affaire, puisqu'il fallait faire un peu de clarté sur tout cela. Je tiens quand même à remercier le personnel d'Éclair TV qui travaille dans la peur, il faut le dire. Dans la peur, parce qu'ils ont été témoins de ces exactions. Et je les remercie dans la mesure où ils m'accompagnent au quotidien et ils font leur travail consciencieusement. Et c'est pour ces mères et pères de famille que je me bats aujourd'hui. Et je remercie encore ces investisseurs qui sont venus m'aider pour pouvoir maintenir ces emplois. Ça, c'est très important et je remercie Danick de m'avoir reçu, ainsi que Lisa Rodriguez. Voilà. Ce qu'on est le plus longtemps. Voilà, 13h21, on prend la deuxième pause tout de suite et on se retrouve tout à l'heure avec Noémie. On parlera santé, on parlera psychiatrie, on parlera médecine et elle va nous expliquer un petit peu son parcours tout de suite, après la pause.
Voilà, il est exactement 13h26 dans le canal Community News, dernière édition, puisque je vous ai dit à partir de lundi, on reprend le ZCL, et on reçoit la jeune Noémie Milne, qui est étudiante en médecine en 6e année. Bonjour. Bonjour. Oui, Noémie, il y a 3 semaines, vous avez fait le buzz, parce que vous avez fait un webinaire avec notre confrère Charlie, vous avez donné votre sentiment sur le traitement de la crise Covid. Alors, juste une question globale, on ne va pas revenir sur le détail. Est-ce que ce que vous avez dit était inspiré par des réflexions, mais par des contacts? Comment ça s'est passé? En fait, c'est un mélange des deux, de mes recherches, mes réflexions et mes contacts, puisque je suis en contact avec différents groupes ici aux Antilles. Donc, je suis en contact avec le conseil scientifique pluridisciplinaire et aussi avec un collectif de soignants qui s'appelle Réinfo Covid. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez remarqué d'anormal dans le traitement de cette crise sanitaire en Guadeloupe, en tant que jeune étudiante de médecine? Bon, après, je suis juste étudiante, du coup, ce sont vraiment mes réflections à moi. Oui, bien sûr, c'est bien sûr. Ça n'engage que moi. Mais c'est vrai que des petites incohérences que j'ai remarquées, c'est concernant cette dernière vague, par exemple, de dire que la situation est catastrophique, mais de laisser par exemple l'aéroport ouvert, de laisser les touristes ou les gens venir, ça c'est vrai que je n'ai pas compris. Oui. Après, j'entends bien qu'il y ait des problématiques économiques, mais voilà, c'est vrai que c'est pas très cohérent et je sais qu'il y a beaucoup de gens au sein de la population qui se sont posé la question aussi. Oui. Voilà. En d'autres termes, vous êtes en train de dire, Noémie, qu'il aurait fallu tout fermer. Je sais pas. Je parle. Franchement, je sais pas, c'est pas à moi de prendre des décisions. Non, mais si il fallait prendre ce genre de décision, j'ai pas compris. Ça nous aurait évité cette vague. Franchement, je sais pas, mais j'ai pas compris. Et j'ai vraiment pas compris, puisque quand on regarde les îles à côté, comme par exemple la Dominique, je sais que c'est une île qui a fermé ses frontières très tôt. Et les gens en quarantaine, une vraie quarantaine. Oui, voilà, et ils ont eu beaucoup moins de cas que nous. Du coup, on aurait pu peut-être s'en inspirer. Oui. Alors, ce que vous dites est important parce que ça signifie qu'on est en train de dire qu'il y a une découille en ce moment. Ouais. Bon, autrement dit, peut-être le 19, on sera peut-être déconfiné. Et si on pousse plus loin, si la vague ne reprend pas tout de suite, à Noël, les vacanciers de Noël, les touristes de Noël vont revenir. Mais en fait, c'est un cycle, comme vous le voyez, depuis mars 2020, c'est un cycle, même pas seulement aux Antilles, même en France hexagonale, on ferme, on rouvre. Ouais. C'est le manque de logique de ce genre de situation qui explique ces vagues. Donc ça veut dire que la vague qui est en train de décroître en ce moment, si en novembre, en décembre, on refait les vagues de touristes entrés, ou même des Guadeloupéens, parce que il faut bien dire qu'il n'y a pas que des touristes qui ont emmené le Covid en Guadeloupe. Oui, totalement, mais à partir du moment où vous êtes sur une île, comment expliquer qu'un virus étranger arrive, il ne s'est pas auto-développé tout seul sur l'île, il est bien arrivé par avion ou par bateau. Après, j'ai pas dit que c'est forcément les touristes qui l'ont amené, mais je dis que, selon ma réflexion, le virus est forcément arrivé par le biais d'un transport. Il est arrivé par avion parce qu'il n'y avait plus de bateau. Il n'est pas arrivé, il ne s'est pas téléporté, le virus. Oui. Voilà. Donc le prochain virus, parce qu'il y a déjà un prochain virus, vous savez qu'est-ce qu'il y a en France? Il y aura toujours des variants. Il y aura toujours des variants. C'est ce que les spécialistes disent. Oui. Alors parlons un petit peu de la psychiatrie, puisque vous faites des études de médecine, vous êtes en 6e année, mais vous avez choisi la psychiatrie. Pourquoi? Oui, alors j'ai choisi la psychiatrie parce que c'est la spécialité qui me stimule le plus qui me stimule le plus. Pourquoi? Sur un plan intellectuel et sur un plan humain, parce que déjà c'est une discipline qui allie plusieurs choses comme la philosophie, les sciences humaines, la neurobiologie, la dictologie. Il y a vraiment c'est très varié. Et au niveau de la symptomatologie des patients aussi, je trouve que chaque patient est vraiment unique. Donc tous les jours, ce sont des journées complètement différentes. Il y a beaucoup de perspectives de recherche, pour les gens qui sont intéressés par la recherche. Bien sûr. Et sinon, au niveau de la qualité de vie aussi, c'est une spécialité avec une qualité de vie relativement bien, avec plusieurs possibilités d'exercice.
Et voilà, c'est vraiment le rapport avec le patient qui me plaît dans cette spécialité. Alors pour l'instant, vous n'êtes pas encore vraiment en psychiatrie, vous êtes en médecine globale, je veux dire. Oui, voilà, c'est ça, les 6 premières années d'études. Donc moi, je suis en 6e année. C'est un tronc commun où on apprend un peu toutes les spécialités et ensuite on choisit notre spécialité après la 6e année. Mais vous avez déjà commencé à vous intéresser à la psychiatrie? Oui, chaque année, je fais un stage en psychiatrie ici, en Guadeloupe, à l'établissement public de santé mentale. Et j'ai aussi pu faire des stages en psychiatrie à mon CHU de rattachement en France hexagonale. Du coup, j'ai déjà fait 7 stages en psychiatrie. Alors, j'ai entendu souvent, depuis quelque temps, suite à ce qui se passe ici, que les Guadeloupéens deviennent fous. Je dis ça en rigolant, mais enfin, non, c'est-à-dire les comportements, ce qui se passe sur les réseaux, etc. On voit de tout et on dit n'importe quoi, vous êtes d'accord? Après, c'est partout pareil, c'est pas seulement la Guadeloupe. Non, mais je parle de la Guadeloupe. C'est la crise qui veut ça, en fait, puisque lorsque vous avez des mesures qui sont complètement contradictoires, lorsque vous avez une population qui n'est pas écoutée, qui se pose des questions auxquelles on ne répond pas, forcément ça donne des débats et tout débat mène vers une dispute et voilà quoi, c'est comme cette semaine on a entendu qu'un homme a attaqué sa compagne avec une tronçonneuse par rapport à un différend sur la question du vaccin. Enfin, voilà, parce que cette question du vaccin a fait une fracture quand même. Complètement, il y a une division de la population, notamment déjà au sein des familles, puisque pour les personnes qui ont des enfants, par exemple, les ados de plus de 16 ans ont le droit de choisir de se vacciner sans avoir l'autorisation parentale. Donc ça, forcément, ça crée des conflits au sein de la famille. Voilà, mais aussi pour les enfants mineurs qui maintenant n'ont besoin que de l'autorisation d'un seul parent. Donc forcément, j'imagine qu'au sein de certaines familles, il y a des conflits entre les parents qui ne sont pas forcément d'accord. Et voilà, puis on rajoute à ça les stress au travail concernant les personnes qui se font harceler par leur employeur par rapport au pass sanitaire, concernant le climat d'anxiété générale qu'il y a en ce moment avec la peur du virus, les deuils successifs puisqu'il y a des gens qui ont perdu des proches. Le stress au travail, l'avenir incertain, puisque dans une situation comme ça, c'est un peu difficile de se projeter dans l'avenir. Tout ça, ça joue sur le moral en fait. J'ai envie de dire qu'il y aura du travail pour les psychiatres. C'est triste, mais malheureusement, c'est une réalité. La psychiatrie, c'est vraiment une discipline d'avenir parce que justement, la santé mentale des Français se dégrade. Et c'est pas juste moi qui le dis. Il y a Santé publique France qui est en train de faire une étude en cours, qui a commencé depuis mars 2020. Ça s'appelle Coviprev, donc ceux qui veulent lire l'étude, elle est sur le site Santé publique France et ils ont remarqué déjà que depuis mars 2020, il y avait une augmentation des idées suicidaires, il y avait une augmentation des symptômes dépressifs, une augmentation des troubles anxieux. Et c'est lié au Covid ou au traitement du Covid? Pas forcément au Covid, mais à la crise sanitaire et aux mesures et aux conséquences des mesures de la crise sanitaire. Tout ça, ça crée des chocs et des stress aux personnes. Mais alors, finalement, c'est pas la population qui devient fou ou folle, c'est les gens qui dirigent qui ont des comportements incohérents. Alors, c'est vrai qu'on a vu une incohérence au sein même du gouvernement, puisque lorsque vous avez des ministres qui disent des choses complètement contraires, donc il n'y a pas d'unité. Sous le masque. Voilà, il n'y a pas d'unité au sein du gouvernement, donc on ne peut pas espérer une unité au sein de la population, puisque les personnes qui sont censées dicter les choses à faire, ne sont pas... finalement, j'ai l'impression qu'au sein de la population, il y a un manque de confiance envers le gouvernement, puisque ces personnes-là n'ont pas montré... ne se sont pas plutôt montrés dignes de confiance, puisqu'à chaque fois, c'était des affirmations qui étaient contredites 2 jours, 3 jours plus tard. Donc forcément, il y a le ministre disait noir, l'autre disait blanc. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, plus particulièrement la population antillaise, qui est dénigrée dans les médias nationaux, puisqu'on nous traite d'illettrés. On dit que c'est à cause de nos rites magico-religieux qu'on n'accepte pas la vaccination. On fait du vaudou. Voilà, donc c'est pas comme ça qu'on va réussir à convaincre la population. Donc c'est pas en nous dénigrant, c'est pas en n'expliquant pas les choses, en ne communiquant pas que les choses vont avancer en fait.
Juste une question de génération. Comment est-ce que d'une manière générale, les jeunes de votre âge, puisque vous êtes encore très jeune, réagissent de votre sens ou alors s'en foutent complètement enfin, je parle des rapports que vous avez avec des jeunes de votre génération. Ben, ça dépend complètement des gens. C'est vrai qu'au sein des étudiants en médecine, je suis un peu à part. Je ne me sens pas du tout entourée de personnes allant dans mon sens, à part de dans les étudiants en médecine? À part de très rares personnes donc, que je peux compter sur les doigts de la main, donc 2 personnes. Sinon, tout le reste, je me fais harceler par des gens qui étaient dans ma promotion. Je me fais insulter sur les réseaux sociaux par des inconnus. Harceler pourquoi? Parce qu'apparemment, j'aurais... ces gens-là ne comprennent rien. Ces gens-là ne comprennent rien. Oui. Et des étudiants de psychiatrie, pas de psychiatrie quand même. Non, pas forcément de psychiatrie, mais en médecine, il y en a même qui sont déjà médecins, qui viennent m'harceler, qui perdent leur temps sur les réseaux sociaux, à faire des vidéos sur moi, à dire que je suis folle, à dire que je suis débile, à dénigrer la psychiatrie, à dire que je ne m'intéresse pas à la vraie médecine, puisque pour ces gens-là, la psychiatrie, c'est pas de la vraie médecine. Bien sûr que c'est de la vraie médecine, mais... Pour eux, c'est pas de la vraie médecine. En fait, il y a beaucoup de préjugés sur cette spécialité. Oui. Parce que souvent, ce sont des gens déjà qui n'ont jamais fait de stage en psychiatrie ou qui ont fait un stage mais qui sont complètement nuls en relations humaines, qui n'ont pas d'empathie. Et malheureusement, ces personnes-là sont médecins, sont soignantes et ont à gérer des patients. Et la relation qu'ils ont avec leurs patients, empathie de justement ça quoi. Ce manque d'empathie, ce manque d'écoute, puisque finalement, c'est un manque d'écoute qui conduit à cette incompréhension et à ce harcèlement que je subis. Alors, vous faites partie du conseil scientifique pluridisciplinaire qui a été créé ici. Quelle est la façon que ce conseil a d'aborder la situation actuelle? Alors, je ne vais pas parler au nom du conseil parce que comme on ne s'est pas concerté avant, je parle vraiment en mon nom. Mais comment vous ressentez un petit peu l'action du conseil? En fait, moi, je suis complètement contente d'avoir rejoint ce conseil, puisque déjà, ça me fait être en contact avec des personnes... Ça vous rassure au moins? Voilà, ça me rassure parce que c'est bien de savoir qu'on n'est pas seul et qu'on n'est pas seul à avoir ce genre d'idées, à avoir ce genre de ressenti. Parce que, comme je vous expliquais, au sein de mes études, je me sens vraiment à part. Oui. Ça vous rend pas folle quand même? Non, je crois pas. D'accord. Alors, autre chose, d'une manière générale, même en Guadeloupe, c'est vrai que la psychiatrie est un petit peu mise de côté. Pourquoi, à votre avis, puisque vous êtes en 6e année, vous avez commencé à faire des stages en psychiatrie, qu'est-ce qui fait que cette marginalisation de cette discipline? Alors, d'une façon générale, comme je vous expliquais, il y a beaucoup de préjugés de la psychiatrie, de la part des professionnels de santé, mais aussi de la population générale, puisque dans l'idée des gens, souvent, la psychiatrie, ce sont les personnes folles, entre guillemets, qui y vont. Ce sont les personnes qui se font interner à l'asile. Mais voilà, en fait, ce sont vraiment des préjugés concernant de l'ancienne psychiatrie, d'il y a déjà plusieurs siècles, sauf qu'entre-temps, les choses ont évolué. On a des traitements, pas seulement des traitements médicamenteux, on a aussi des traitements psychothérapeutiques, les choses ont vraiment évolué et surtout en psychiatrie, il n'y a pas forcément que des cas graves en fait. C'est une spécialité qui traite des troubles complètement variés et complètement diversifiés. La PNL par exemple? Non, pas de la PNL, sauf PNL. Si vous avez fait une formation en plus. Oui. Mais la psychiatrie se cantonne vraiment aux troubles mentaux comme par exemple la schizophrénie, le trouble bipolaire, les épisodes dépressifs, les troubles anxieux, les troubles du comportement alimentaire, tout ce qui est addiction. Donc voilà, vous voyez qu'il y a vraiment un champ, assez large, très large en fait, sauf que les gens souvent dans leur entourage, on leur dit oui, mais la psychiatrie c'est pour les fous, etc. Donc forcément il y a des gens qui n'osent pas consulter. Qui referment la psychiatrie. Voilà, qui n'osent pas consulter et surtout aux Antilles, j'ai remarqué que souvent on a tendance à se dire qu'il faut garder les choses pour soi, qu'il faut être fort. Et après, ces personnes consultent seulement lorsque c'est le médecin traitant qui alerte ou lorsque c'est la famille qui alerte quand la situation est déjà dans un état ingérable au final. Tout à fait. Et donc, sur le plan général, c'est cette vision-là. Mais vous êtes intéressé à un psychiatre comme Fanon?
Comme non. France Fanon. Ah, il faut le lire. Ah non, sérieux, parce qu'il a écrit un ouvrage qui s'appelle Les damnés de la terre. C'est un psychiatre martiniquais qui a vécu en Algérie pendant la guerre d'Algérie et qui traite des problèmes psychiatriques des gens en situation de colonisation. C'était pendant la guerre d'Algérie, un peu, pas une situation similaire à la Guadeloupe, mais enfin, c'est les rapports qui sont dans cet ouvrage. Il démontre un petit peu comment une situation de colonisation influe sur le mental du colonisé. Et dans Les damnés de la terre de Fanon, c'est un ouvrage que je vous recommande, que j'ai lu quand j'avais votre âge. Ça m'intéresse vraiment ce sujet. C'est vraiment intéressant. Et donc, vous avez déjà une idée du champ que vous allez étudier quand vous serez vraiment psychiatre dans 4 ans? Franchement, il y a vraiment tout qui m'intéresse dans cette spécialité. Je sais juste que j'aimerais faire de la psychiatrie adulte. Oui. Mais après, je ne pense pas que j'aurai de surspécialisation, puisque c'est vrai qu'il y a des gens qui se surspécialisent, mais moi, je ne pense pas, parce que j'aime vraiment le fait que la pratique puisse être variée. Vous avez dit que depuis le Covid, le nombre de personnes atteintes de dépression, etc., a augmenté en France et en Guadeloupe. Alors, je ne sais pas s'il y a une étude vraiment ciblée sur la Guadeloupe, mais Santé publique France, normalement, c'est censé tenir compte de toutes les régions de France. Oui. Forcément, les Antillais rentrent aussi dans les statistiques. Mais c'est vrai ce serait intéressant de faire une étude vraiment ciblée sur la population guadeloupéenne, surtout qu'on a d'autres problématiques en plus du Covid, puisqu'on a aussi le manque d'eau, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas d'eau courante, il y a beaucoup de gens qui ont des comorbidités, qui sont en difficulté financière, et aussi les conséquences de la crise sanitaire ne sont pas encore définitibles, c'est-à-dire que les choses vont encore évoluer. Et ça risque de s'étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc il y a un bon champ d'études pour une jeune étudiante là. Oui, c'est vrai. Non, mais je confirme qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à étudier sur le mental des Guadeloupéens dans la situation actuelle, qui est une situation particulière, puisque déjà on est colonisé, c'est-à-dire que la décision, on a bien vu, c'est l'ARS et la préfecture qui gèrent un petit peu la Guadeloupe depuis plusieurs mois. Et deuxièmement, il y a une crise sanitaire. Donc c'est-à-dire, c'est la double peine pour nous. Voilà, c'est ça. Et on est aussi traumatisé, entre guillemets, par l'utilisation du chlordécone, qui se ressent encore sur nous et qui se ressentira sur plusieurs générations. Oui. Surtout que nous ne sommes pas vraiment... nous n'avons pas été indemnisés pour ça. Et ça a été difficile de faire reconnaître le lien entre la chlordécone et par exemple le cancer de la prostate. D'ailleurs, je crois que ça n'a toujours pas été clairement avéré. Puis le problème de sargasses, les sargasses ne sont pas encore considérés comme des dégâts catastrophes naturelles, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester chez eux. À Saint-Louis, à la Capesterre de Marie-Galante, les gens ne peuvent pas vivre. Voilà, et tout ça joue aussi sur la santé des Guadeloupéens. Et je peux vous dire que si c'était arrivé sur une des plages d'Hexagone, je suis sûre que ça ne se serait pas passé comme ça. C'est clair. Bien. Noémie, merci pour ce première interview en direct. Juste une dernière chose. La première interview, le webinaire que vous avez fait avec notre ami, ça vous a posé des soucis après? Alors j'ai eu beaucoup de retours positifs, mais c'est vrai que j'ai eu aussi des retours négatifs de quelques détracteurs, mais qui restaient quand même une minorité. Oui. Mais globalement, ça n'a pas eu encore de retentissement sur ma vie. Mais sur vos études, non? Non. C'est-à-dire quand vous retournez à Montpellier, on vous accueillera à bras ouverts là-bas? Ça, je ne sais pas. Mais pour le moment, je n'ai pas encore été avertie d'une conséquence quelconque de cette intervention. Et ce qui m'étonnerait, puisque finalement, je n'ai pas fait... je n'ai pas été trop extrême dans mes propos. Oui. J'ai trouvé que mes propos étaient plutôt nuancés. S'il y a certaines personnes peut-être qui ont eu des problèmes de compréhension, c'est pas mon problème. Oui. Je suis fière de ce que j'ai dit et des choses que j'ai énoncées qui étaient sourcées. Donc j'ai rien inventé, c'était des faits, j'ai cité les sources. Vous avez cité les sources, j'ai vu les liens que vous avez sortis, donc finalement, il y a
la normale. Mais en tout cas, merci d'être venu. On va faire un dernier retour sur l'actualité avec cette opération de sécurité, Yann, suivi par Maxime Morel, puisque quand même, je l'ai dit, il y a beaucoup d'accidents en ce moment, malgré le confinement, malgré le couvre-feu. Opération de sécurité. Maxime Morel, reportage, on regarde. Nous déplorons 39 personnes décédées sur les routes de la Guadeloupe depuis le 1er janvier 2021. C'est trop, c'est beaucoup trop. C'est notamment 5 de plus que l'année dernière à pareille époque et 11 de plus qu'au cours de l'année 2019. Deux actions possibles, celles que nous pratiquons aujourd'hui qui concernent la sensibilisation des usagers de la route et qui plus est l'ensemble des usagers, puisque dans les 39 décès, nous avons 26 personnes qui appartiennent à ce qu'on appelle les catégories d'usagers vulnérables. Celles qui n'ont pas de carrosserie, hein, on a un slogan ici, yo fragile, yo panitol. Eh bien, ce sont les piétons, les cyclistes et les deux roues motorisés. Évidemment, elles peuvent aussi être fautives par manque de visibilité, par des comportements répréhensibles. Mais on demande surtout là maintenant de manière urgente aux automobilistes de faire attention à eux, de faire beaucoup plus attention à eux. On a vu des cas dernièrement où 2 piétons ont été fauchés mortellement avec des délits de fuite. C'est quand même inacceptable. Il y a un manque de responsabilité de la part des auteurs d'accidents. Évidemment, personne n'a envie de causer un accident, mais encore faut-il qu'on soit assez courageux derrière pour prendre ses responsabilités. Nous sommes en train, avec la cellule sécurité routière, d'analyser les chiffres. Ce qu'il ressort, c'est que la vitesse entre comme première cause de la mortalité sur les routes devant l'alcool et les stupéfiants. Donc il y a une urgence pour quelques Guadeloupéens, puisque la majorité respecte quand même les règles de la circulation, mais il y a urgence pour quelques personnes qui sont ici, en Guadeloupe, de lever le pied en matière de vitesse. Voilà, eh bien il est 13h48, on va vous rappeler simplement qu'aujourd'hui nous avons reçu en début d'émission Sonia Petro, présidente des LR, qui a fait un petit focus sur Lucette Michaud-Chevry, qu'elle a bien connue, Lucette Michaud-Chevry, qui est décédée hier soir à l'âge de 92 ans. Nous avons reçu ensuite Mario Moradel, du président du groupe Éclair Média, qui nous a expliqué, qui nous a donné son point de vue après le passage hier de monsieur Jean-Yves Frixon. Et puis on a terminé avec Noémie Mille, étudiante en médecine, qui nous a donné son point de vue sur la situation générale, la psychiatrie, on en a parlé, et c'est une future psychiatre dans 4 ans. Voilà, c'est ça. J'espère. Hein? Oui, 4 ans, je l'espère. 4 ans, on l'espère, nous aussi. Et sinon, on a fait le point au niveau de l'actualité sur la mobilisation des soignants au CHU, le vaccinodrome, le vélodrome transformé en vaccinodrome, la prépa de la rentrée avec une interview du proviseur du lycée Gertier Archimède. Et on vient de terminer avec l'opération de sécurité sur les routes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était la dernière du canal Community News pour cette saison. On se retrouve à partir de lundi dans notre émission habituelle, le ZCL News, qu'on va retrouver. C'est Yann qui a assuré aujourd'hui la réalisation technique avec le soutien de Taneli. Voilà, fini, bon après-midi, bon week-end et puis à très bientôt.